On va démarrer ce webinaire. Merci à tous de nous rejoindre ce matin virtuellement. Ce format webinaire est un format dont on a largement pris l'habitude en période de confinement et qui, aujourd'hui, en ce jour très particulier, s'avère particulièrement adapté. Voilà, on n'avait absolument pas anticipé l'agenda des syndicats, mais finalement, le format webinaire était une bonne idée pour ce mardi 31 janvier. Donc bienvenue à tous. Nous allons parler de 3 sujets donc pendant 1h30. Maître Olivier Ortega nous présentera les différents outils juridiques du CPE avec un petit focus sur en 2023 où on en est. Olivier Perrier de Dalkia donnera un exemple donc, de CPE dans le tertiaire privé et les enseignements qu'on peut en tirer. Et enfin, Philippe Truchy, le directeur de la SPL OSE, expliquera le fonctionnement donc, de cette SPL qui a une organisation assez innovante, même si elle a bientôt 10 ans, mais elle reste innovante, qui obtient des résultats assez impressionnants. Et Pierre-Hélène Berger, qui est également de la T2E Île-de-France, conclura cette matinale. Voilà. Alors Guillaume Perrin est excusé pour l'introduction puisque donc il est le président de la T2E Île-de-France puisqu'il est malheureusement, comme je suppose beaucoup de personnes, pris dans les transports là avec beaucoup de difficultés à rejoindre son bureau. Donc je vais me charger de présenter sa partie. Donc en 2 mots, l'association Technique Énergie Environnement donc qui agit depuis 1978 pour une énergie durable, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. Donc la transition énergétique et environnementale n'a pas attendu les nouveautés législatives des 20 dernières années pour être un vrai sujet. C'est aujourd'hui 2400 adhérents, 11 délégations régionales. Pour ceux des participants qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ont envie de rejoindre une association dynamique et impliquée bénévolement sur tous ces sujets, n'hésitez pas, évidemment. Comme toute association, on accueille à bras ouverts les bonnes volontés. Il y a 2 pôles principaux, donc efficacité énergétique et énergie renouvelable, avec des clubs d'experts qui travaillent sur des sujets particuliers. Donc, en particulier, la T2E est très connue pour l'animation du dispositif des C2E, avec un club C2E. Mais il y a également une communauté de référents énergie. On a formé des centaines de référents énergie en industrie avec le dispositif ProRefE. Et côté énergie renouvelable, donc 4 clubs, biogaz, stockage d'énergie, power to gas et pyrogazéification. Et enfin une revue à laquelle je vous recommande de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, qui est Énergie Plus, qui est très technique, très dense et extrêmement intéressante sur tous ces sujets de transition énergétique et environnementale. Après ces quelques mots, donc focalisons-nous sur le sujet du CPE, avec d'abord quelques diapos sur le public et puis ensuite donc un petit point sur le privé. Alors pour tous ceux qui sont très impliqués dans ce sujet-là, vous ne découvrirez pas grand-chose puisque ça n'est qu'une restitution de la publication de novembre 2022 de l'Observatoire national des CPE, qui elle-même s'est basée sur les éléments de l'Observatoire de l'immobilier durable pour le privé. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est la seule source de données qu'on a c'est déjà assez riche d'enseignements comme vous allez le voir. Alors c'est la seule et en même temps heureusement qu'elle est là puisqu'il y a encore quelques années les CPE étaient un dispositif existant dont on avait vraiment du mal à se rendre compte de l'impact. Là on commence à avoir quelques chiffres pour le matérialiser. Donc on voit sur le graphique en courbe que c'est un marché qui a décollé essentiellement à partir de 2012. Avec donc notamment le fameux closier Ortega, dont Maître Olivier Ortega est l'auteur, qui parlera ensuite, et avec donc des marchés dans le public qui étaient des CREM, des REM, qui sont devenus donc des marchés publics globaux de performance, avec un dynamisme certain. Vous voyez qu'on est hors période Covid, 2019-2020. Alors 2019, c'était pas trop le Covid, c'était plutôt les élections municipales. Mais 2020, donc c'est le Covid qui a atteint pas mal de dispositifs, mais hors ces périodes-là, on est à une quarantaine de CPE par an dans le public. Voilà. Ce qui est par rapport à la surface représentée significatif, mais qui évidemment pourrait être encore plus important. Notamment si on dupliquait le succès de la région Aura
et qu'on le rapportait donc dans toutes les autres régions finalement au poids de chaque région, là on aurait une multiplication de CPE de manière assez incroyable, puisqu'on voit que c'est donc un dispositif qui a vraiment bien pris en région Aura, avec un écosystème local qui est très dynamique, dont la SPL OSE nous parlera tout à l'heure. C'est un gros marché, le CPE, hein, on parle en centaines de millions d'euros, avec des montants globaux par CPE qui sont assez conséquents, puisque vous voyez que pour une quarantaine de CPE, on a 500 millions d'euros à peu près de CPE, donc on est sur des montants conséquents. Et ce graphique ne représente que les CPE connus, puisqu'il y a un certain nombre de petits CPE qui sont inférieurs au seuil de publication et qui sont donc non recensés. Mais donc le marché est un marché qui décolle et qui est de plus en plus important et intéressant économiquement parlant. Il est aujourd'hui dominé par les CPE système, que ce soit les CPE système plus les CPE services, donc on est à peu près à 2/3 des CPE, donc qui n'agissent pas sur le bâti en lui-même, et qui durent moins de 10 ans. Vous voyez la répartition à droite du nombre de CPE selon la durée du contrat. On a relativement peu de CPE qui durent donc plus de 10 ans, avec quelques CPE très ambitieux sur 20, 25, 30 ans, mais voilà, il y en a peu, il y en a une petite vingtaine sur 373 CPE recensés dans la base. Avec des résultats qui sont réels. Au global, on voit que donc un CPE moyen, c'est une dizaine d'années, c'est 30% à peu près d'économie d'énergie constatée. Donc ce graphique-là ne représente que 216 CPE, puisque sur les 373 qui ont été examinés, il y en a quand même peu qui sont suffisamment avancés pour qu'on ait des premiers résultats vraiment concrets et mesurés. Mais quand même, voilà, un impact qui est intéressant, avec les CPE les plus longs, qui sont les CPE globaux, hein, la petite bulle rouge en haut à droite, donc avec une durée moyenne de 10,6 ans et 40% d'économie d'énergie engendrée. Voilà. Donc un outil intéressant, on mettra ça en relation avec le dispositif éco-énergie tertiaire ensuite, évidemment, en termes de pourcentage d'économie d'énergie. Dans le privé, donc la même publication donne un certain nombre de clés de lecture en s'appuyant sur l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc peu de contributeurs, essentiellement 8 grosses foncières, principalement parisiennes, donc un échantillon qui est très francilien, des acteurs qui sont assez proches des marchés publics, donc qui connaissent le fonctionnement du marché public, et c'est vrai que le marché public infuse et diffuse assez fortement le fonctionnement des CPE dans le privé également, avec une petite différence, c'est que dans le public, on a assez souvent des CPE qui sont par site, alors que là, on a vraiment une adéquation entre un CPE et un bâtiment dans le privé. Pour une raison simple, c'est que les actifs sont souvent un actif d'un bâtiment, donc le CPE est plus facile à gérer s'il est attaché à un bâtiment. L'actif peut être vendu avec son CPE. Voilà. Dans l'échantillon analysé, donc, il y a une immense majorité de bâtiments de bureaux et de gros actifs. On voit que les bâtiments donc, de 50 000 à 100 000 m² représentent 40% de l'échantillon. Donc ce sont non pas 2% de l'échantillon, on est très très gros, mais on voit pardon, de 5 000 à 50 000 m², on est à plus de la moitié de l'échantillon, voilà, 51%. Dans ces CPE privés, on a une prédominance forte des services et des systèmes. Voilà, c'était déjà un peu le cas dans le public avec 2/3 de CPE, services et systèmes. Alors là, dans le privé, on est une immense majorité. On n'a que 6% des CPE qui sont des CPE dits globaux et seulement 5% de CPE qui durent donc plus de 10 ans, avec une quote-part de CPE qui dure un an de 37%. Voilà. Alors, est-ce qu'un CPE d'un an peut réellement être qualifié comme un CPE? C'est un débat, puisque avec un CPE d'un an, on le fait dans une durée classique d'exploitation, donc on n'est pas réellement dans une notion d'engagement. Enfin bon, c'est quand même un format avec une garantie et une mesure des économies d'énergie. L'effet dans le privé est mitigé. Hein, vous voyez que en énergie finale en particulier, ce qui nous intéresse, la consommation des bureaux sous CPE est de 174 kWh par mètre carré par an. Elle est donc au-dessus
de l'indicateur de l'OID et au-dessus du standard de l'OID aussi global. Mais si on zoome un peu plus sur ces opérations, ce que le rapport de l'Observatoire immobilier durable permet de voir, c'est que les CPE, regardés chacun unitairement, donnent un effet global de l'ordre de 13% d'économie d'énergie. On est assez loin des 30% du public, ce qui peut aussi s'expliquer par le faible nombre de CPE globaux. Alors évidemment, le CPE est un outil qui a vocation à se développer et à décoller encore plus, puisque le cadre contractuel, enfin législatif et réglementaire dans lequel on joue aujourd'hui est un cadre qui s'est enrichi depuis 2019 d'un outil extrêmement incitatif qui est le dispositif éco-énergie tertiaire, avec des objectifs de réduction de consommation réels et non plus simplement calculés ou mesurés avec des logiciels qui donnent des résultats standards, entre guillemets, très ambitieux à horizon 2050. Et je passe là-dessus la main à maître Olivier Ortega, qui va donc parler de cet environnement contractuel et législatif. Merci Alexandre, bonjour à tous. Donc moi j'essaye de vous dire d'abord un premier mot sur l'état d'avancement du CPE aujourd'hui et les tendances automne-hiver 2022-2023, qu'est-ce qu'on voit sur le marché et qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite je vais essayer dans un volet plus juridique de bien vous expliquer comment le CPE s'insère dans tout un ensemble de cadres juridiques et de pyramides des normes qui existent aujourd'hui, et en quoi c'est un outil qui est intéressant, notamment sur le sujet du tertiaire. Alors, si je commence par l'état de l'avancement du CPE par typologie de parc immobilier, en restant centré sur le parc public et le tertiaire privé, sachant qu'on pourrait parler des autres parcs, le parc social, le parc résidentiel, et peut-être que ça sera l'objet d'une question. Mais sur ces deux parcs-là, ce que je voudrais dire d'abord, c'est sur le parc public. Les collectivités locales et les intercommunalités, donc le bloc local au sens large, est le premier à s'être mobilisé sur ces sujets. Et il est toujours aujourd'hui le plus actif sur ces sujets. L'État est très en retard sur cette question, pour dire les choses franchement, là où les collectivités se sont saisies de cette question. Elles s'en sont saisies très tôt et peut-être même elles s'en sont saisies en utilisant des outils qui, à l'époque, ce que je dis, c'est 2010, 2011, étaient des outils un peu surdimensionnés, à savoir les marchés dits de PPP, les partenariats publics-privés. C'est-à-dire que les premiers CPE locaux sont sortis en PPP, je pense à la région Alsace, je pense à la région Centre, 14 lycées d'un côté et je crois 18 de l'autre. Et donc forcément, c'était des projets complexes. Hétérogénéité des comportements énergétiques des bâtiments entre un lycée Pailleron et un lycée issu d'un ancien arsenal napoléonien, forcément, ça n'a pas tout à fait la même réaction énergétique. Et donc, quand vous mettez tout ça dans un même parc, dans un même contrat, ça donne un contrat complexe. Et ça a peut-être créé l'idée sur le marché que les CPE étaient forcément des véhicules complexes, difficiles à manipuler. Cela l'était en partie, c'est pas faux, mais on peut faire du CPE simple et c'est ce qui a mis un peu de temps à émerger pour que tout le monde s'en convainque. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, 99,99% des projets de CPE locaux se font en marché global de performance, MGP ou MPGP, si c'est marché public global de performance. Il n'y a pas de PPP, de CPE en cours, sauf si on prend en compte le projet de démolition, reconstruction de la cité administrative d'État à Lyon, mais qui est un CPE un peu particulier à ce stade-là. Donc voilà, le vrai outil, c'est celui-là. C'est un outil qui marche. Pour apporter une petite nuance aux données présentées par l'Office national des CPE et l'OID, ces données, elles sont forcément partielles, et ça n'est pas de la responsabilité de l'Observatoire, mais elles sont partielles parce qu'elles s'appuient sur les CPE ayant fait l'objet d'un avis d'attribution au BOMP.
Or, beaucoup de collectivités, et y compris moi dans mes clients, ne font pas paraître d'avis, ce qui fait qu'on ne les voit pas. Donc déjà, il y en a un certain nombre qui échappent à la grille, faute d'avis d'attribution. Deuxième nuance, euh, c'est la granulométrie des projets. Quand on voit la carte de France par projet, le problème, c'est que le par projet ne dit pas ce qu'il en est par bâtiment. Moi, par exemple, je vois bien qu'en Île-de-France, comme assistant à maître d'ouvrage de collectivités locales, on fait des CPE sur des lots, des paquets de bâtiments qui sont tout à fait considérables. Les conseils départementaux en particulier, sur leurs collèges, lancent couramment, on en a fait un sur 60 collèges, un autre sur 30. Donc, on ne parle pas d'un CPE par bâtiment, mais c'est sûr que si vous en faites un sur 60 bâtiments, ça n'a pas tout à fait le même poids que si vous en faites un ailleurs sur un bâtiment ou un petit groupe scolaire. Voilà, donc il faut faire attention derrière cette carte, ça ne traduit pas l'étendue des bâtiments. Alors, il n'y a pas de vague de CPE. J'ai souvent entendu les gens regretter qu'il n'y ait pas de vague. Mais il ne peut pas y avoir de vague, puisque le CPE, c'est ce que je vais essayer de démontrer dans un deuxième temps, se greffe sur une démarche pluriannuelle de programmation immobilière. On fait du CPE quand le bâtiment arrive à une phase où il a besoin d'une rénovation. Et cette rénovation se fait désormais en CPE, mais elle se fait dans la programmation qui a été prévue avant. Et donc, ce n'est pas un beau matin que les maîtres d'ouvrage vont se dire, allez, on va passer tous nos bâtiments en CPE. C'est pas comme ça que ça marche en vrai. Donc, il y a un flux très régulier. Moi, j'observe que ce flux s'accélère effectivement après la période un peu troublée 2020-2021. S'accélère et on remonte à des niveaux de projets qui sont significatifs. Aujourd'hui, ce marché, il est très largement porté, si on se dit les choses franchement, par des grosses collectivités. Les régions, les départements, les métropoles, les gros intercos ou les grosses villes. L'idée est de, je n'aime pas le mot massifier, mais en tout cas de démocratiser, de rendre plus facile à des petites collectivités d'accéder à cet outil. Alors, il y a déjà une première simplification qui vient du fait que la pratique en MGP est aujourd'hui très courante, très banalisée, donc elle est rassurante pour les décideurs publics locaux. Et puis, il y a quand même une pratique de marché qui s'est développée. On sait comment il faut faire et en gros, depuis 10 ans, on n'est plus dans la découverte de ce qu'un CPE en MGP se fait. Je rappelle que le MGP, c'est le nouveau nom des CREM-RM, mais c'est la même bête juridique. Hein. Il n'y a pas eu de transformation radicale. On a un relooking extrême du vocable, mais sur le fond, on est bien sur le même outil qui est très stabilisé aujourd'hui. Et pour faciliter cette massification du CPE public local, la FNCCR a porté un closier mis à jour. Et donc, j'ai vu le closier Ortega, ça m'a fait sourire, c'est gentil, mais c'est pas tout à fait vrai. Un closier mis à jour qui a pour objectif de rassurer les collectivités locales, notamment par le fait que ce closier comporte toute une série de documents et en particulier un cahier des clauses administratives générales, un CCAG, dédié au CPE. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas, dans un marché public, renvoyer à plusieurs CCAG en même temps. Or, un CPE, et en tout cas les CPE publics locaux, sont souvent des CPE globaux. Travaux, fournitures, services, et en tout cas fournitures, services tout le temps. Ce que dans le monde privé, on appelle système, mais ça revient au même. Et donc, la difficulté, c'est que le CCAP, donc le cahier des clauses administratives particulières, puisqu'il ne pouvait pas renvoyer à un CCAG, devait lui-même intégrer toutes les clauses banales de ces CCAG, mais qui sont néanmoins nécessaires. Je sais pas moi, la clause de déblai, de piquetage, les clauses de réception, etc., etc. Ce qui produisait des CCAP énormes, et donc dire en même temps il faut faire du CPE et c'est finalement assez simple, assez stabilisé et produire un CCAP qui fait plus de 100 pages, c'est un peu contre-intuitif et contre-performant. Donc l'idée de la FNCCR, à laquelle j'ai prêté mon concours, a été de rédiger un CCAG dédié CPE. Ce CCAG, il a été travaillé dans un groupe de travail qui mélangeait à la fois des opérateurs publics et les opérateurs de marché privés, entreprises, donc là aussi bien dans le groupe FEDEN que dans le groupe FFB, je vais dire, pour que tout le monde soit représenté. Et donc, ils cherchent un équilibre entre les uns et les autres, ce qui fait que la collectivité, même petite, qui y recourt, normalement, a un gros filet de sécurité pour elle,
et elle n'a plus besoin dans son CCAP que de déroger au point du CCAG qui ne cadre pas avec son projet particulier. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se développe et doit se développer mieux encore demain grâce à cet outil qui me paraît une bonne idée et qui n'existait pas. Il n'y avait pas de CCAG-CPE dans le closier de 2012. Le closier de 2012, on l'avait rédigé à la demande du ministère de l'écologie, mais à l'époque, on n'était pas allé aussi loin dans la logique. 2012, c'était très tôt sur les CPE. Aujourd'hui, on a essayé de faire ça de manière plus complète. Et ce CCAG-FNCCR intègre du coup les pratiques de marché normales dans ces contrats, ce qui doit rendre la discussion normalement plus facile. Voilà pour ce qui est du parc public. Sur le parc privé, alors je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, les CPE sont très peu visibles. Il y a même pas, j'ai dit que les avis d'attribution au BOMP étaient incomplets, mais là, il n'y a pas de BOMP du tout. Donc, traquer les CPE, c'est très compliqué. Et ce qu'a fait l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une enquête sur une base déclarative auprès de ses membres, en leur disant, est-ce que vous avez fait des CPE? Et donc, certains ont déclaré, et c'est le résultat de ça. Donc, il va falloir attendre quelques années pour que cette enquête se stabilise et qu'on voit arriver des chiffres plus représentatifs à mon idée. Deuxième nuance, c'est que ces CPE-là sont assez peu représentatifs de ce qui se passe parce qu'il y a un petit flou sur la définition du CPE, notamment dans le secteur privé. Vous voyez beaucoup de gens qui parlent de CPE sur du neuf. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, si on est dans la logique d'un contrat de performance énergétique, qui est un contrat dont l'objet est la réduction des consommations d'énergie, si on dit réduction, c'est qu'on dit bien qu'on part d'une base avant le contrat et une base après, puisqu'on réduit. Donc, on est forcément sur de l'ancien. Voilà. Alors, du coup, dans le privé, les acteurs parlent indifféremment de CPE dans le neuf et dans l'ancien, ce qui n'est pas très gênant, mais ce qu'il faut, c'est un peu, parfois, la discussion, on n'est pas sûr de parler exactement de la même chose. En réalité, il y a des contrats neufs avec une garantie de performance énergétique, ça oui, mais qui ne sont pas forcément des contrats de performance énergétique. C'est pas très grave. Dans le privé, on observe des projets plutôt assis sur des CPE services ou systèmes avec des temps de retour très courts parce que ces CPE-là essayent de dépasser l'opposition entre celui qui finance les travaux ou l'investissement au sens large et celui qui bénéficie de l'économie d'énergie. Et donc, puisqu'il y a un temps de retour très court, le preneur, le locataire peut avoir intérêt à financer son CPE puisque c'est lui qui, sur la durée de son bail, va encaisser, entre guillemets, l'économie. Donc ça existe. Moi, en l'espace de 3 mois, là, on vient de faire des CPE sur du privé, sur des entrepôts logistiques, sur une soixantaine de grandes surfaces de bricolage. Donc oui, ça y est, la démarche est partie. Et je pense que l'attentisme qui était lié, je vais en dire quelques mots juste après, l'attentisme qui était lié à l'entrée en vigueur effective de ce qu'on appelle le décret tertiaire et qu'on appelle désormais le dispositif éco-énergie, aujourd'hui est un peu derrière nous et les projets dans les cartons sont en train d'être mis à jour et de ressortir. Donc moi, j'anticipe une démarche plus active des CPE sur le tertiaire privé en 2023. Mais il va falloir passer à des CPE un peu plus ambitieux que ceux qui existent déjà. Et j'ai vu des CPE avec un temps de retour d'1 an. La grande distribution a fait des CPE notamment sur les groupes de froid de ces entrepôts réfrigérés. Et en gros, en 1 an, le changement de la production de froid par un dispositif plus économique permet, avec les économies d'énergie réalisées de l'année 1 sur l'année 2, de financer l'investissement dans le nouveau groupe de froid. Donc ça peut arriver et il y a une vraie garantie, mais ça reste, c'est vrai, un peu atypique. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Pour passer à un deuxième et vous expliquer comment, en termes juridiques, le CPE s'insère dans le dispositif éco-énergie. Ce dispositif, vous le savez, et il faut l'avoir bien en tête, ça ne se résume pas au décret tertiaire et à son arrêté modifié. C'est un peu plus compliqué que ça et c'est important de l'avoir en tête. C'est un dispositif avec plusieurs étages, un étage législatif, un étage réglementaire, le décret et l'arrêté, et puis ensuite des outils contractuels, au nombre desquels figure le CPE. Donc le CPE, il s'inscrit dans cette grande logique-là qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, le dispositif éco-énergie, il a eu un peu de mal à s'imposer et à être au stade où il en est aujourd'hui. Il est presque complet, pas tout à fait, mais presque complet. Et en fait, le top départ a été donné très tôt dans les 2 lois Grenelle
Grenelle 1 et Grenelle 2 en 2009 et 2010, puisque c'est à la fois dans la Grenelle 1 que les mots contrat de performance énergétique ont été prononcés pour la première fois dans un texte législatif en France et qui était issu de la directive européenne de 2008. Et à l'époque, c'est Jean-Louis Borloo qui a voulu que cet outil soit présenté comme un outil principal de la réduction des économies d'énergie. C'est à ce moment-là qu'il m'a missionné pour faire le rapport sur les CPE d'ailleurs, pour voir quels étaient les freins et comment on pouvait acclimater cet outil au cadre juridique français. Et c'est en 2010, la loi Grenelle 2, qui a fixé le principe, et le principe seulement, des économies d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. Et donc, cette loi s'est traduite ensuite par la recherche d'un décret. Donc, il y a eu plusieurs décrets. Il y en a eu un premier dont je vais revenir sur lequel je vais revenir dans quelques instants, qui a créé l'annexe environnementale au bail. On va y revenir tout de suite. Et puis, il a fallu rédiger le décret tertiaire. Il y a eu beaucoup de difficultés, une concertation, le plan bâtiment durable qui a lancé une charte volontaire. En 2015, avec la loi de transition énergétique pour une croissance verte, il y a eu une accélération un peu brutale sur la création du décret. Puis la loi Elan en 2019. Donc déjà voir l'empilement de 4 ou 5 textes législatifs pour arriver à créer un dispositif, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas si facile à mettre en place, parce que là, on impose quand même des baisses d'économie d'énergie, des baisses de consommation d'énergie cadencées. Donc ça a eu un peu de mal à émerger. Et puis, on a eu un premier décret, vous le savez, qui a été annulé. Et puis, enfin, simplement, en juillet 2019, le décret tertiaire qui est venu parfaire le dispositif juridique, les lois, donc le cadre législatif codifié au Code de la construction et de l'habitation, et puis ensuite le décret et ses arrêtés. Alors les arrêtés, un arrêté principal qui fait l'objet d'arrêtés modificatifs. On n'est pas tout à fait au bout du système, mais enfin, c'est déjà assez avancé. Alors, voilà comment le dispositif s'inscrit. À la base de cette pyramide, la loi en haut, le décret, les arrêtés, à la base de cette pyramide, il y a les outils, et les outils notamment contractuels. Là, on est dans le faire, c'est-à-dire concrètement comment on met en œuvre de manière opérationnelle, fonctionnelle, les obligations qui sont posées dans le cadre à 3 étages, cadre normatif que je viens de présenter. Et c'est là qu'on trouve un premier outil qui est l'annexe environnementale, parfois aussi appelée bail vert. Cette annexe, elle a été créée très tôt, puisqu'elle a été créée en application de la loi Grenelle 2. La loi Grenelle 2, en même temps qu'elle posait le principe des réductions des consommations d'énergie dans le parc tertiaire, elle posait aussi le principe de la création d'une annexe environnementale au bail. Et ce décret qui crée l'annexe environnementale, lui, il a été pris. Si bien qu'on s'est retrouvé jusqu'au décret tertiaire de 2019 dans une situation assez bizarre où on avait une annexe environnementale qui avait été conçue dès le départ pour servir d'ancrage aux réductions de consommation d'énergie, qui était privée de l'objet pour lequel elle avait été créée. Donc aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'annexe environnementale, ça ne sert à rien. C'est pas complètement faux, c'est un peu exagéré, mais c'est pas complètement faux dès lors que le sujet principal qu'elle héberge n'était pas lui-même mûr et n'était pas lui-même entré en vigueur. Aujourd'hui, cette situation est derrière nous avec un dispositif éco-énergie qui est pleinement entré en vigueur. Donc cette annexe, elle était obligatoire depuis 2012, 2013 pour les baux en cours, peu importe. Elle a un seuil de déclenchement qui n'est pas homogène avec celui du décret tertiaire parce que c'est un seuil qui date de l'époque, donc de 2011-2012. C'est un seuil de déclenchement et d'obligation d'annexe environnementale au bail à 2000 m², là où le décret tertiaire, vous le savez, est à 1000 m², mais elle est codifiée dans le code à la fois dans le code de l'environnement et dans le code de la construction et de l'habitation, et elle fixe le contenu de ce qui doit être dans cette annexe. Alors, il y a un contenu évidemment sur l'énergie, avec à la fois une présentation des caractéristiques énergétiques du bâtiment objet du bail ou des bâtiments objet du bail, les consommations annuelles de l'énergie, mais elle va plus loin, c'est une annexe environnementale qui préfigure d'ailleurs l'évolution du CPE, et ce sera ma conclusion après, c'est qu'elle parle aussi de consommation d'eau, de la production de déchets. Donc on voit bien cette annexe environnementale, elle héberge des données qui sont plus larges que celles qu'il va falloir déposer sur Opérate, mais elle contient celles qu'il faut déposer sur Opérate.
Aujourd'hui, moi, je considère qu'au plan juridique, il n'y a pas de difficulté, d'ailleurs, volontairement, à faire une annexe environnementale à partir de 1000 m² et non pas simplement à partir de 2000 m² si les deux parties en sont évidemment d'accord. Ce que je voudrais vous dire, c'est la fonction de cette annexe qui me paraît très intéressante parce qu'elle permet de créer la discussion, le processus de discussion entre le bailleur et le preneur sur éventuellement un CPE. Aujourd'hui, il faut dépasser l'opposition entre je finance les investissements et je bénéficie des économies de charge. Donc aujourd'hui, si on veut faire des CPE qui aillent un peu au-delà des seuls CPE portés par les seuls locataires, le bail vert, l'annexe environnementale, permet de se dire comment on conçoit le projet, comment on le met en place et qui finance quoi, tenant compte de qui bénéficie de quelle économie. Je pense que c'est un très bon outil méthodologique pour organiser les relations bailleur-preneur, sachant que cette annexe, elle les organise déjà largement, ne serait-ce que pour Opérat. Qui collecte quelles données, qui valide les données collectées par l'autre, comment on fait collecter les données. D'ailleurs, on peut donner mandat à des opérateurs de marché qui vont les collecter pour le compte du bailleur et du preneur, qui valide, qui dépose, à quelle date. Ce qui est aussi très important parce que le jour où se déclencheront les mises en demeure pour non-atteinte des objectifs, cette annexe est un très bon moyen de preuve, c'est l'avocat qui parle, pour dire au préfet, mais monsieur le préfet, moi, bailleur ou moi, preneur, peu importe, j'ai fait ce que je devais faire, regardez, dans mon annexe, on a une liste assez fine des cellules à remplir sur Opérat, et en face, on dit qui doit remplir quoi. Si aujourd'hui la cellule n'est soit pas remplie, soit incorrectement remplie, c'est pas moi qui devais le faire, c'est l'autre partie qui en avait la responsabilité contractuelle. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir opposer cette annexe environnementale aux autorités de contrôle en général et de fixer les rapports entre les deux parties. Voilà, ça c'est sur le premier outil, l'annexe environnementale. Le deuxième outil, c'est évidemment le CPE. Une fois que soit on construit un CPE qu'on peut porter seul, sans coopération entre les parties, soit plus idéalement un CPE porté par les deux parties, c'est un outil dans le privé qui marche très bien. Moi, je vous l'ai dit, je viens de travailler sur 2 gros contrats dans le privé très récemment, où on est beaucoup plus libre que les CPE du public, hein, qui sont lourds à mettre en place parce qu'on a une réglementation compliquée sur le financement, sur les modalités de réception, sur toute une série de choses. C'est plus difficile de faire des contrats d'une manière générale dans le secteur public que dans le secteur privé. Les CPE rentrent dans cette logique, évidemment. Mais le périmètre était très libre dans le privé. En termes de périmètre géographique, on peut travailler sur un bâtiment ou sur un parc de bâtiments. Moi, je vous ai dit, je viens d'en faire un sur 63 magasins. Donc là, on est sur un CPE de grande taille qui n'a rien à envier au gros CPE du public dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, grande liberté sur le périmètre non plus géographique, mais fonctionnel. Donc, on peut très librement décider si on est plutôt dans une dominante servicielle, de télégestion, d'optimisation, et aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, la blockchain, on peut faire des choses extrêmement intéressantes avec des temps de retour finalement très courts, hein. Moi, je vois 2-3 ans, c'est assez courant sur ces CPE-là, qui, certes, n'ont pas une ambition qui atteint les 30%. Mais pour revenir sur le tableau tout à l'heure, c'est normal. D'abord, l'état du bâtiment ex ante, il est de bonne qualité. C'est-à-dire que les opérateurs privés, ils n'ont pas des bâtiments qui sont dans une situation qui permet d'atteindre facilement un moins 30%. Là où dans le secteur public, ça peut être le cas. Un collège ou un établissement public d'enseignement qui n'a pas été entretenu très régulièrement, bah, c'est sûr que la marge de progrès elle est considérable, là où une surface commerciale ouverte au public qui n'est pas entretenue régulièrement, ça me paraît peu existant, peu consistant en réalité. Donc, ces CPE-là existent avec des temps de retour très courts. On voit aussi des parcs de bâtiments aujourd'hui qui se développent avec une intelligence de la fonctionnalité. Est-ce qu'on change aussi la source de production, donc le CPE système? C'est en train d'émerger et ça se fait. Et puis, dernier point, et j'aurais pratiquement terminé, la durée de ces CPE-là, elle est très souple. On peut avoir des CPE courts, on peut avoir des CPE plus longs, ce qui est intéressant parce que ça permet de s'arrimer à la durée restante du bail à courir. Si on est dans un 369, on peut passer des CPE de 9 ans si on est en début de bail, on passera plus facilement un CPE court, et donc qui conditionne la famille, ce que moi j'appelle les familles de CPE, services, systèmes globaux ou avec travaux comme vous voulez. Ça conditionne, mais ça permet d'avoir des CPE très adaptés au cadre opérationnel des parties.
Enfin, mon mot de conclusion, c'est de dire qu'aujourd'hui, le contrat de performance énergétique s'est presque dépassé, c'est-à-dire que se contenter de travailler sur l'énergie ne me paraît pas satisfaisant. Alors, je sais bien que dans le dispositif éco-énergie, le carbone est un peu le parent pauvre, mais ce n'est pas une raison pour, dans les projets en cours, ne pas intégrer d'autres dimensions. Donc, moi, aujourd'hui, j'essaye de porter auprès du marché et de mes clients l'idée d'un contrat de performance environnementale ou un contrat de performance énergie-carbone, si je reprends un terme proche de la RE 2020. C'est-à-dire que tout CPE doit héberger nécessairement, et nous on le pratique depuis maintenant quasiment 5 ans, des clauses carbone. Alors, il y a des clauses carbone mécaniques puisqu'elles sont assises sur la réduction des consommations d'énergie et elles sont quasiment automatiques entre guillemets, mais on peut aller un peu plus loin, voir des clauses qui sortent du simple carbone. L'annexe environnementale, j'ai dit qu'elle était préfiguratrice et je le crois. On peut intégrer dans les CPE des clauses sur les consommations d'eau, peut-être les déchets, peut-être les mobilités. On peut sortir un peu du bâtiment avec une démarche pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller sur ces sujets-là au même mécanisme d'obligation de résultat comme la garantie de performance énergétique, mais on peut être dans une démarche où on essaye de prédire avant ce que ça va produire sur le sujet dont on parle, de mesurer ex post ce qui est effectivement arrivé, de fournir une explication de l'écart pour comprendre ce qui s'est passé, et puis ensuite on ira à l'indemnisation, à la réparation. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour faire ça, sachant que moi, comme professionnel du droit, je ne sais pas contractuellement écrire ce qu'est l'indemnité qui doit être versée pour le cas où on a émis plus de carbone que ce qui était prévu. Quel est le préjudice? Comment on le chiffre? Aujourd'hui, je ne sais pas exactement le faire. On peut travailler sur la réparation en nature, enfin, on a déjà eu des idées, mais contrairement à l'énergie, ça n'est pas aussi simple que ça. Voilà, écoutez, 25 minutes tout pile, qui était la durée qui m'était impartie. Et donc, je m'arrête. Je crois qu'il y a une séance de questions qui est prévue. Merci, Maître Ortega. Alors, je vais lancer une première question. Vous avez, en terminant votre intervention, donc parlé d'indemnisation, de pénalités, etc. Est-ce que vous observez des différences de pratique entre les CPE publics et privés sur ce sujet-là? Oui. Alors, dans les CPE publics, aujourd'hui, il y a des pratiques de marché qui sont assez stables, en particulier sur la garantie de performance énergétique, qui est donc le mécanisme d'indemnisation et pas de pénalisation. Je crois que c'est important de comprendre que la garantie, c'est pas une pénalité. Une pénalité, c'est une sanction qui n'a pas vocation à représenter la réalité du préjudice subi. Quand on fixe une pénalité, bon, on punit, mais c'est toujours ou trop peu, mais en tout cas, c'est jamais exactement ce qu'il faut. La garantie de performance énergétique, c'est pas ça. C'est au minimum l'indemnisation des surconsommations réelles par rapport aux consommations contractuelles ajustées qui auraient dû être là. Donc, cette garantie aujourd'hui, dans le public, elle est dissymétrique. C'est-à-dire que si on surconsomme, donc on sous-performe, 100% de la surconsommation est en général refacturée à l'opérateur énergétique. En revanche, quand on fait mieux que ce qui était prévu, donc on surperforme, donc on sous-consomme, il y a un partage de l'intéressement. Ça, c'est la pratique de marché assez générale dans le secteur public. Dans le secteur privé, la démarche est un peu plus partenariale, je le dirais comme ça, où il y a aussi bien un partage de la surconsommation que de la sous-consommation. Donc, de ce point de vue-là, il y a une petite différence de pratique, oui, c'est exact. Et puis, dans le secteur public, on est sur des projets lourds et plutôt des CPE globaux, travaux, fournitures, services en même temps. Là où dans le privé, pour la préférence pour la liquidité financière que j'ai dit tout à l'heure, on est sur des temps de retour beaucoup plus courts. Et donc des familles fonctionnelles un peu différentes. Merci. Une question donc posée dans le menu questions du webinaire. Est-ce que dans le secteur privé, la bonification des C2E est un élément déclencheur pour engager des CPE? Alors, élément déclencheur, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est un élément qui optimise assez bien. Moi, je vois de l'ordre de 5, entre 4 et 6%, je veux dire, du coût net, qui optimise assez bien le reste à financer. Donc, déclencheur peut-être pas, mais accélérateur et accompagnateur sûrement.
Merci. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on va profiter de votre efficacité pour passer rattraper un peu le retard initial et passer à l'intervenant suivant. Donc, je passe la parole à Olivier Perrier. Olivier, si tu veux bien prendre la main et partager ta présentation, c'est à toi de jouer. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Pour l'instant, on Encore en voit mode diaporama pour l'instant. pas le Alors, diapo. est-ce que là c'est mieux? Non, pas encore. Là, ça doit être mieux, je pense. Attends, ça va peut-être venir. Non, Margot, tu peux prendre la main peut-être? Moi, de mon côté, je vois bien. Ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon, Olivier. On le voit là. Parfait. Donc effectivement, bonjour à tous, Olivier Perrier, Société Dalca. Je vais prendre le relais de Maître Ortega. Je m'en excuse, il y aura un petit peu de redondance. Et en tout cas, ça va bien compléter le propos. L'idée, c'est donc d'être sur trois items. Le premier, refaire un peu un enjeu contexte. On va revenir sur des éléments qui étaient échangés avant sur le contexte législatif, réglementaire, mais pas que. Revenir un petit peu sur ce que c'est un CPE dans le cadre du privé et puis finaliser sur deux REX. Alors, l'enjeu contexte, effectivement, ça a été un peu dit dans les précédentes interventions. Dans le tertiaire privé, le CPE n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière. Et donc, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de contrats dans lesquels on peut l'appeler CPE système, on peut aussi l'appeler dans le monde public de type PFI, dans lequel on trouve un certain nombre d'explications. La première, c'est que souvent, on a une complexité du bâtiment qui peut rendre quelque part la mise en place de ce CPE plus difficile, en tout cas avec une inertie plus importante. La deuxième aussi, le deuxième constat que l'on trouve dans ce non-essor actuel, c'est la gouvernance. Effectivement, il y a des systèmes de copropriété, donc un temps de décision plus long. On peut aussi trouver un certain nombre d'intermédiaires, comme peut l'être un property manager. Et ça aussi peut être un frein. Alors, ça peut être aussi la recherche de nouvelles compétences. Pour autant, ça rend le passage à l'acte plus difficile. Et puis, Maître Ortega l'a très bien dit tout à l'heure, il y a une culture dans le tertiaire privé, une culture du temps court. On a besoin d'avoir des temps de retour extrêmement courts. Et il y a des rotations d'actifs qui s'opèrent. Et donc, tout ça ne concourt pas toujours à s'engager sur des contrats de plus grande durée. Et puis, je vous l'ai dit, donc l'assignation souvent du PFI avec le CPE, le PFI étant un mécanisme d'intéressement aux économies d'énergie, et sur le fait, effectivement, on a un engagement avec un intéressement aux économies d'énergie, pour autant, rarement est mis en œuvre quelque part des actions de performance énergétique telles qu'on pourrait en parler en termes de rénovation. Et puis donc, on trouve aussi, et je crois que Maître Ortega en a parlé, on trouve aussi dans le privé ce qu'on pourrait appeler dans le public du MGP, c'est-à-dire on parle d'un bâtiment neuf, et donc le propos n'est pas finalement de s'engager sur une baisse des consommations, sur un engagement contractuel, mais un engagement de maintien de la performance dans la durée. C'est l'exemple qu'on trouve le plus fréquemment. Un autre facteur, maintenant on a un certain nombre de facteurs qui, comme l'a dit aussi Maître Ortega, va favoriser l'essor du CPE. Alors, le premier, bien évidemment, il y a la réglementation. Alors, je n'ai pas toujours la bonne sémantique et la précision des bons termes, mais on a effectivement deux réglementations. La première, c'est bien sûr le décret BAX qui est à plus court terme, puisque l'échéance est à 2025 et pour lequel l'ensemble des bâtiments tertiaires, puisque le seuil d'éligibilité à 290 kW de puissance est extrêmement faible, donc on peut considérer qu'une très grande partie du parc tertiaire va devoir
est éligible au décret BACS. Et donc, c'est le premier étage de la fusée. L'ensemble de ces bâtiments vont devoir s'équiper d'outils pour mesurer et piloter la consommation énergétique dans leurs bâtiments. Le deuxième facteur qui va favoriser l'essor du CPE, on en a parlé, c'est le décret tertiaire, le dispositif éco-énergie tertiaire, dans lequel, vous le savez maintenant tous, de manière très schématique, en 2030, il y aura un premier stade de baisse des consommations d'au moins 40%. Et puis, le troisième sujet, c'est bien sûr l'étiquette énergétique. Je vous ai mis un petit peu la répartition aujourd'hui du parc tertiaire français. Alors, il mélange public et privé. Pour autant, on voit bien que dans les étiquettes D, E, F, G, on a encore une grande partie de ce parc qui est concerné. Et donc, on voit bien que, en tout cas pour ces 4 étiquettes, il va y avoir un besoin urgent de réaliser des actions de rénovation énergétique. Et quoi de mieux que le CPE, quelque part, pour s'emparer du sujet et pour être le plus efficace possible. Et puis, autre facteur, cette fois-ci, qui me semble pertinent pour accélérer l'essor du CPE, c'est le marché de l'énergie. Alors, bien évidemment, on a tous vécu en 2022 cette extrême volatilité du marché, des prix extraordinairement hauts. Et même si aujourd'hui, on observe, entre guillemets, la fin de ce pic, on voit bien sur cette courbe du prix de l'électricité sur le marché de gros, une tendance qui reste quand même très élevée, et en tout cas plus élevée que post-crise sanitaire. Donc, on va devoir s'habituer, en tout cas, à fonctionner avec un prix de l'énergie élevé. Là aussi, c'est un facteur d'essor du CPE, puisque les temps de retour sur les investissements concédés, sur les CAPEX mis en œuvre pour la rénovation énergétique, vont avoir des temps de retour en tout cas bien meilleurs. Et donc là aussi, ça devrait favoriser la démarche. Autre facteur qui va stimuler l'essor du CPE, Maître Orkea en a parlé, c'est la dimension carbone. Effectivement, aujourd'hui, on parle de contrat de performance énergétique. Aujourd'hui et encore plus demain, la dimension carbone va prendre toute sa part, entre guillemets, dans ces contrats de résultats. Et on voit bien que sous l'impulsion de l'Europe, la démarche carbone va complètement intégrer les contrats et en tout cas les axes de réflexion un petit peu à l'image de ce qui se fait pour les industriels. Autre facteur, c'est le reporting extra-financier, type ESG. Là aussi, on voit bien que la dimension carbone, que la dimension énergie, est extrêmement importante dans les actifs immobiliers, notamment privés. Et donc ça aussi, ce besoin de reporting, ce besoin de valoriser l'actif, va aussi favoriser l'essor du CPE. Et puis le dernier, mais pas des moindres, on voit bien que il y a une prise de conscience collective, individuellement, et en tout cas les occupants des bâtiments ont envie aujourd'hui de participer à une aventure qui soit vertueuse, et ça devrait aussi inciter quelque part les maîtrises d'ouvrage privées à accélérer les actions de rénovation énergétique au travers notamment du CPE. Et puis bien évidemment, on le voit bien, tous ces facteurs-là, et c'est souvent ce qui prédomine dans la réflexion et dans la prise de décision. Ces facteurs ont un impact et auront un impact de plus en plus fort sur la valorisation financière de l'actif immobilier. Et c'est pour ça qu'on croit fortement à ce que le CPE, dans le tertiaire privé, va continuer à croître et j'espère rattraper la bonne dynamique du public. Alors, le CPE, finalement, le CPE, il a un double terme. Il est le titre chapeau. Alors, Olivier, il te reste plus que 9 minutes, Olivier, donc peut-être que tu peux passer très vite là-dessus. J'accélère très vite. Ouais. Exactement, puisque Maître Ortega en a largement reparlé. Donc, bien évidemment, ce qu'on voulait dire, c'est que ça a beau être dans le privé, c'est un type de contrat qui est aujourd'hui bien défini. Ce que je voulais dire, c'est que le décret tertiaire et le décret BACS, et on le voit sur le premier point et le dernier point, c'est que un CPE commence déjà par définir une situation de référence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au travers du décret tertiaire et des déclarations sous-opérables, quelque part, cette situation de référence est définie.
Et de la même manière, un CPE trouve son écho lorsqu'on a la capacité à le mesurer de manière bien définie. Et ça aussi, le décret BACS et le protocole IPMVP vont permettre, en tout cas, de mesurer les gains réellement faits et rassurer quelque part la maîtrise d'ouvrage dans son action. Je vais pas revenir dessus. J'ai repris un certain nombre de chiffres, c'est qu'effectivement, dans les avantages du CPE, on voit qu'aujourd'hui, on est sur une moyenne, et ça reprend la première intervention, on voit qu'on retrouve aujourd'hui à peu près un niveau moyen de 30% d'économie d'énergie, même s'il faut, et globalement, 100% des CPE à la fin du contrat sont au rendez-vous. Pour autant, on constate quand même de temps en temps un certain retard à l'allumage, en tout cas pour un tiers d'entre eux. L'idée était aussi de revenir sur deux sujets. Le premier, c'est qu'effectivement, on en a parlé, au travers du CPE, il y a une bonification du système des C2E, et donc ça aussi, ça permet d'accélérer le CPE. Et puis, c'est un contrat qui est global et un contrat qui est cohérent. On a une approche globale. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre un exemple tout simple. Vous décidez de changer quelque part votre générateur de chauffage dans votre bâtiment. Vous faites une étude des besoins, une étude de dimensionnement. Vous faites votre investissement et effectivement, le résultat est constaté. Pour autant, 6 mois après, vous décidez d'actionner une deuxième action de rénovation, et vous décidez d'isoler votre bâtiment. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que finalement, votre première action de changement de générateur, son dimensionnement sera complètement obsolète puisqu'après rénovation et après isolation, ben, le bon dimensionnement sera caduque et donc on n'aura plus les bons rendements. Donc, tout l'idée de faire un contrat global dans lequel les différentes actions de performance énergétique ont une cohérence les unes entre elles. Et donc, c'est ça qui génère aussi un maximum d'économie d'énergie. Et puis, on l'a dit, le CPE, c'est aussi l'occasion de verdir son bâtiment. Donc, la dimension carbone rentre dedans. Et bien évidemment, il existe aujourd'hui un grand nombre de solutions techniques pour verdir son bâtiment et avoir une approche carbone bien meilleure. L'idée aussi, c'est prioriser l'action et ratio d'efficacité. On a vu dans le tertiaire, aujourd'hui, on a plutôt une dimension sur les CPE système, voire CPE service. Et on voit bien au travers de ce schéma, sans rentrer dans le détail, que les premières économies sont celles qui dépensent le moins de CAPEX, les plus petits investissements, et pourtant qui rapidement ramènent des gains et permettent quelque part d'alimenter le cercle vertueux. Donc, on a un premier seuil d'investissement qui sont inférieurs à 100 € du mètre carré. Je reviens sur des sources qui sont issues du SNEC, de la SNEC et FEDEN, dans lequel on va retrouver un certain nombre d'actions qui demandent peu de CAPEX et pourtant qui génèrent beaucoup d'économies d'énergie. On va avoir après le deuxième type d'actions, qui sont les actions qu'on va appeler dites de rénovation énergétique, dans lequel on va se situer sur un ratio entre 100 et 300 € au mètre carré, et donc dans lequel on va retrouver bien évidemment les actions de type isolation, de type changement de visserie. On va également retrouver dans ce type d'action tout ce qui est photovoltaïque de type autoconsommation, et je vous rappelle, dans le cadre du dispositif économie énergie tertiaire, l'autoconsommation dite individuelle est non seulement favorable à la dimension carbone et au verdissement des bâtiments, mais génère aussi de manière virtuelle, au sens décret tertiaire, des économies d'énergie, puisque le décret tertiaire, entre guillemets, comptabilise aux bornes des compteurs concessionnaires. Et donc, lorsque vous autoconsommez sur site votre énergie électrique produite par le soleil, le compteur concessionnaire ne tourne pas, et donc c'est une économie d'énergie. Et puis, bien évidemment, derrière, on retrouve des actions qui sont beaucoup plus lourdes, dans lesquelles on touche non seulement à l'enveloppe du bâtiment, mais à la structure même du bâtiment. Et donc là, les mesures d'économie sont extrêmement variables en fonction de l'objet de la rénovation. Olivier, il te reste 5 minutes. 5 minutes. Eh ben, je vais finir sur deux REX de CPE. Alors, donc, c'est deux CPE que l'on a fait dans le cadre de centres commerciaux. Les centres commerciaux, on est plutôt sur des CPE de type système, les terrasses du port en région Méditerranée, pour dire qu'effectivement, sans avoir de gros CAPEX dépensés dans la rénovation,
on arrive à des économies d'énergie qui sont substantielles. On voit bien qu'en 2019 et en 2021, que ce soit sur la part électricité où on atteint plus de quasiment 20% d'économie d'énergie et sur le gaz quasiment 34%. Tout ça est possible dans le privé avec des actions qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre. On est beaucoup sur le pilotage et notamment le pilotage lié à l'exploitation du site, à l'exploitation commerciale du site. Et donc, c'est le bon ajustement, la bonne adéquation des besoins du bâtiment, des besoins d'exploitation avec le pilotage des équipements techniques et notamment de la ventilation qui fait qu'on arrive à ces économies d'énergie. Et puis, deuxième exemple, un autre centre commercial, cette fois-ci en région parisienne, dans lequel on se retrouve là aussi avec des résultats à 30%. Là aussi, on n'a pas touché encore à l'enveloppe du bâtiment. On est principalement sur du pilotage, principalement sur des actions consommant peu de CAPEX. Et là aussi, on fait des économies d'énergie, aussi bien sur l'usage électrique que sur les usages gaz. Je ne rentre pas dans le détail puisque le temps est compté. Et voilà, pour vous dire que globalement, dans le tertiaire privé, on peut mettre rapidement en place des contrats de performance énergétique avec, comme l'a dit Maître Ortega, une indemnisation en cas de surconsommation et un intéressement en cas de bonification des engagements contractuels que l'on a pris dans la durée. Voilà, j'en ai fini globalement pour cette présentation sur le tertiaire privé. Merci Olivier. Deux questions dans le chat. Une première question très orientée C2E qui demande dans quelle mesure l'obligé qui finance les C2E dans le cadre d'un CPE est lui-même lié au CPE et à l'atteinte des objectifs de performance énergétique. Voilà. Est-ce que la manière que pour des C2E classiques, si l'État vérifie que les installations, les travaux qui sont faits sont effectivement conformes à ce qui a été prévu, ce qui devait être fait, est-ce que de la même manière, l'État peut vérifier que le CPE a bien tenu son engagement contractuel et éventuellement revenir sur la bonification accordée dans ce cadre-là? Je suppose que c'est ce qu'il y a derrière la question. Alors, si j'ai bien compris la question, bien évidemment, les contrôles existent. Et là aussi, le CPE est quelque part un avantage, c'est-à-dire au travers du protocole de mesure de la performance, protocole dit IPMVP, on a cette capacité à prouver que le résultat et que les C2E qui ont été attribués au travers d'actions de performance énergétique ont bien produit leurs effets. Donc, je sais pas si je réponds à la question au travers de ça. Non, je pense que c'est pas tout à fait ça la question. Alors moi, j'ai pas la réponse d'ailleurs à la question précise. C'est-à-dire que quand tu obtiens des C2E, l'État peut tout à fait contrôler derrière que ce qu'il a donné correspond bien à ce qui a été fait et que les travaux qui ont été faits correspondent effectivement au cadre réglementaire du C2E concerné. Pour les CPE qui engendrent des bonifications de C2E, est-ce que, pareil, l'État va vérifier potentiellement que le CPE a bien fonctionné, a atteint ses résultats et éventuellement remettrait en cause du coup la bonification de C2E? Ça, j'ai pas la réponse. Alors les contrôles existent et l'État, bien évidemment, demandera les preuves de la bonne réalité des résultats. Et si jamais effectivement il n'y avait pas le résultat atteint, ou en tout cas si l'action de performance énergétique n'avait pas été réalisée comme elle aurait pu l'être, il y a bien sûr compensation et en tout cas il y avait une indemnisation. Alors ensuite, il y a une question donc sur l'énergie de récupération. Est-ce qu'elle serait assimilée comme une économie d'énergie au même titre que le PV en autoconso dans le cadre du décret tertiaire, même si elle est revendue au client final? Alors en fait, c'est la même logique que pour le PV en autoconso, c'est-à-dire que si ça ne vient pas dans vos factures parce que c'est récupéré, dans vos factures de consommation, forcément ça vous aide à atteindre vos objectifs décret tertiaire. Exactement. Et puis, si je vais prendre l'exemple du réseau de chaleur ou du réseau 3, là, on n'est pas sur de l'autoconsommation, hein, c'est dans le cadre d'un outil collectif. Il y a des coefficients aujourd'hui de transformation en énergie primaire qui, virtuellement, quelque part, là aussi, génèrent une économie d'énergie. C'est un coefficient de 0,77, si je ne dis pas de bêtises, pour les réseaux de chaleur et on est à 0,26.
Donc, on est à peu près équivalent à une pompe à chaleur dans le cadre des réseaux de froid. Et enfin, dernière question, parce qu'on va devoir passer à l'intervention suivant. Dans le CPE privé que tu as présenté, quelles sont les clauses prévues à la fin du contrat? Enfin, peut-être pas celui en particulier, mais d'une manière générale, est-ce que les actifs sont bien cédés au client final et comment? Oui, bien sûr, c'est du bien de retour, c'est-à-dire l'actif appartient totalement à la maîtrise d'ouvrage privée et donc, bien évidemment, ça lui appartient. L'opérateur, enfin voilà, est un opérateur et à la fin de son contrat, quelque part, l'ensemble des éléments reviennent à la maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc je suis désolé pour les autres questions du chat, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure par écrit, mais je vais passer la parole à Philippe Truchy, donc, qui est le directeur de la SPL OSE, qui a bientôt 10 ans et qui va vous présenter donc, à travers un exemple concret comment la SPL fonctionne et les résultats qu'elle arrive à obtenir. Bon, merci bien. Effectivement, c'est bien la SPL OSE qui a 10 ans, j'ai un peu plus, moi de mon côté. Donc, allez, je commence par un diaporama que vous allez voir, j'espère, maintenant. Donc, effectivement, cette SPL, elle a été créée, et Maître Ortega y a travaillé à l'époque pour la région Rhône-Alpes, a été créée en 2013 avec l'inscription au registre du commerce, qui était le lancement de la société. Donc, bon, les statuts de la société, vous devez voir mon écran, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon, voilà. Donc, bon, en gros, c'est la mise en œuvre de la stratégie et des projets de rénovation énergétique des collectivités locales qui sont actionnaires de cette société publique locale. On parle de la société publique locale d'efficacité énergétique, plus communément SPLOSE. Et donc, on intervient sur la rénovation énergétique complète des bâtiments et de leurs équipements. L'idée étant d'aller vers des interventions lourdes sur le bâti. On est vraiment dans le cadre des marchés globaux de performance et des CPE globaux. Donc, 11 actionnaires, 11 collectivités locales à la création en 2013. Aujourd'hui, c'est 35 actionnaires. Et vous voyez que, c'est peut-être peu lisible, mais en gros, la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'actionnaire principal et on trouve des grandes collectivités comme le Grand Lyon, tout récemment le département du Puy-de-Dôme, ou la ville de Lyon, la ville de Grenoble, la ville d'Annecy. Donc, plutôt des collectivités locales de taille importante qui ont un intérêt à travailler avec cet outil puisque finalement, elles ont un gros patrimoine à rénover. Et donc, bon, un petit focus sur le monde des EPL, des entreprises publiques locales. Vous connaissez certainement les sociétés d'économie mixte et les SPL qui ont été créées, alors ça date, 2006-2010, mais voilà, c'est quand même, ça fait partie des outils assez récents par rapport au SEM, qui sont bien plus anciens. Et donc, les sociétés publiques locales ne peuvent travailler uniquement pour leurs actionnaires. Donc, les actionnaires sont finalement les clients de la société. Et aujourd'hui, dans le monde des EPL, on retrouve à peu près, enfin très exactement, même 468 SPL qui travaillent sur des domaines très variés. Ce sont les chiffres de fin 2022. Pour notre SPL, bon, un petit rappel, je ne reviens pas sur le décret éco-énergie tertiaire, mais bon, les objectifs qui étaient fixés à la SPL au moment de sa création, c'est aller vers des opérations ambitieuses de rénovation des bâtiments publics, viser le niveau BBC rénovation, avec, bon, ça induit, le niveau BBC rénovation, c'est un calcul réglementaire, mais globalement, on est sur une recherche du maximum d'économie d'énergie sur ces bâtiments, avec couramment 40% de réduction de ces consommations, jusqu'à 70%, notamment sur certains bâtiments de bureaux. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre forcément induite par la réduction des consommations, et autant que possible le développement des énergies renouvelables, avec notamment les installations photovoltaïques, chaufferie bois, et on a réalisé plusieurs projets aussi avec de la géothermie. Et donc, on a parlé, Maître Ortega a parlé des crèmes, qui effectivement était le cadre juridique utilisé au lancement de la société, cadre qui a peu changé, le nom a changé, MPGP, Marché public global de performance, avec donc cette notion d'engagement de performance énergétique. Et puis, l'objectif de la SPL, alors, on a finalement contribué à ce développement avec d'autres outils sur la région, je pense à Aura 2E, on a contribué au développement des CPE finalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc la région où
il s'en est réalisé le plus en nombre de CPE. Alors pourquoi aller vers une rénovation globale et comment on procède? On est plutôt dans plusieurs étapes qui sont des étapes d'aide à la décision, en faisant réaliser des audits énergétiques, en passant les marchés, ces fameux MPGP, et en étant actif également sur le suivi de la conception et de la réalisation des travaux jusqu'à la réception. Et bien sûr, puisqu'on est sur un marché de longue durée, avec un suivi des performances et de la phase d'exploitation-maintenance sur des durées de marchés globaux qui sont assez couramment de 10 ans. Si on veut bénéficier de la bonification des C2E, il est nécessaire qu'on ait une durée d'exploitation-maintenance de 5 ans minimum. Donc, on est plutôt sur des MPGP qui font au minimum 8 ans, mais plutôt 10 ans, d'une manière assez globale sur quasiment toutes nos opérations. Alors, ce petit schéma présente en plus en détail peut-être ce que j'ai évoqué en 4 étapes. Des études, pour nous, un projet, lorsqu'on débute sur un projet avec une collectivité, on a plusieurs étapes, à peu près 6 mois d'études en amont, de manière à arriver à un programme de rénovation énergétique après un audit. Ensuite, la contractualisation, la passation du marché global de performance qui se déroule en plusieurs phases. Choix de 3 candidats, on reste en général sur 3 candidats après un avis d'appel à concurrence, une visite des bâtiments avec l'ensemble des candidats, la remise d'une offre initiale, des auditions, puis un travail qui se poursuit. Généralement, on va directement à une offre finale et puis le choix, l'analyse et le choix par la collectivité du candidat qui est retenu au bout du compte, enfin du projet qui est retenu, pour aller vers la signature du marché global de performance. Donc, cette phase contractualisation, assez couramment, elle prend une dizaine de mois, 12 mois, ça peut être le cas si on a un projet assez complexe qui nécessite une offre intermédiaire, auquel cas on a une séance d'audition supplémentaire. Ensuite, on rentre, une fois que le marché est signé, on rentre dans la phase de conception-réalisation. Conception qui est une étape importante puisque toutes les autorisations administratives restent à obtenir, que ce soit une déclaration préalable ou un permis de construire. Donc, de l'ordre de 8 mois pour cette phase de conception assez couramment. Et puis, une phase de réalisation qui va dépendre de l'ampleur des travaux et de la taille du bâtiment concerné. Des conditions aussi, est-ce qu'on est en site occupé, ce qui est quand même majoritairement notre cas. Est-ce qu'il est nécessaire d'installer des bâtiments provisoires, ce qu'on essaye d'éviter et d'utiliser au maximum les capacités à réaliser des travaux sans ces bâtiments provisoires. Et enfin, une fois qu'on a terminé cette phase réalisation, on rentre dans la phase exploitation-maintenance jusqu'à la fin du marché. Donc, il nous reste assez couramment 5, 6 ans, 7 ans d'exploitation-maintenance selon les cas. Donc, la SPLOSE, après un démarrage en tiers financement qui faisait appel au BEA, au Baux Amphithéotique Administratif, depuis 2016, travaille désormais pour ses actionnaires en mandat de maîtrise d'ouvrage. Donc, on est mandataire de maîtrise d'ouvrage, on agit au nom et pour le compte de la collectivité pour passer ces marchés et les exécuter et suivre, y compris la performance après la réception des travaux. Bon, sur ces opérations assez lourdes, on l'a vu dans une présentation précédente, il est parfois nécessaire, lorsqu'on intervient et qu'on dépose des demandes d'autorisation, de prendre en compte certains aspects réglementaires, notamment, je pense à la sécurité incendie, l'accessibilité, et parfois des demandes des collectivités locales qui sont d'améliorer l'état des bâtiments, l'état notamment des revêtements intérieurs, qui parfois nécessitent assez largement d'être rénovés. Bon, on a des cas différents selon les collectivités et selon l'état des bâtiments. Bon, il est souhaitable pour nous qu'on soit, enfin pour la SPL, puisque c'est l'objet de la société, qu'on soit majoritairement sur des travaux de rénovation énergétique. Alors, un petit focus sur la garantie de performance. Comment est-ce qu'on l'exprime dans nos marchés? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est un objectif qui est fixé en kilowattheure, un niveau de consommation annuel, assorti d'une plage de neutralisation, avec 3 périodes de garantie, ce qu'on appelle une garantie partielle. C'est là, on est pendant les travaux. L'objectif est
étant que déjà on n'est pas une dérive sur le niveau de consommation pendant les travaux, voire une amélioration. Ce qui est plus important derrière, c'est la garantie probatoire après réception sur une période maximale de 18 mois et bien sûr une période de ce qu'on appelle de garantie complète, c'est-à-dire une fois passée la période probatoire jusqu'à la fin du marché global, on est à l'objectif final qui a été fixé. L'idée d'avoir une période probatoire est de permettre à l'exploitant mainteneur de rentrer progressivement sur la phase d'exploitation et peut-être d'avoir un engagement de performance qu'il fixe lui-même, qui peut être inférieur à l'engagement définitif qu'il aura pendant la période de garantie complète. Donc des pénalités qui sont du coup, alors on l'a évoqué, effectivement, on a ce même mécanisme que ce qu'a évoqué Maître Ortega, c'est-à-dire que les pénalités, elles s'appliquent effectivement aux titulaires du MGP à 100%, c'est-à-dire que voilà, il y a une pénalisation du titulaire si la performance n'est pas atteinte. Par contre, en cas de surperformance, il y a un partage, 50% au titulaire, 50% à la collectivité. Et puis, on a souhaité instaurer une pénalité qui est croissante, et c'est-à-dire que cette pénalité, elle va, au bout d'une deuxième année en sous-performance, se traduire par le coût des surconsommations x2. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, une clause de pénalisation qui est assez forte, et même x5 sur les années suivantes, ce qui incite assez fortement le titulaire du marché à mener des actions, à réinvestir sur les bâtiments pour atteindre la performance. Donc, c'est un mécanisme qui a été mis en œuvre à partir de 2015 et qu'on a poursuivi jusqu'à présent. Quelques éléments techniques sur les points clés pour réussir une rénovation énergétique. Bon, la qualité de l'audit, bien sûr, c'est important. La situation de référence, bien maîtriser le niveau de consommation. On est sur des sujets qui touchent au bâti d'une manière très générale et en détail. Donc, il est important de bien maîtriser l'état sanitaire du bâtiment. Je pense à l'amiante et au plomb et d'avoir des diagnostics poussés qui sont itératifs. Les conditions de réalisation des travaux sont toujours des sujets très importants à bien appréhender. Voilà pour avoir des données fiables au départ. Regarder aussi les aspects des acteurs, hein, quelles sont les entreprises qui seront en capacité de réaliser ces opérations, mesurer les chances de réussite, avoir une taille d'opération suffisante pour aller vers un MGP, et puis être accompagné, et donc c'est ce que fait la SPL pour ses actionnaires. Sur la procédure de consultation, bon, je l'ai évoqué, un processus qui est pour nous assez rodé. Le nombre de procédures commence à être vraiment important, de l'ordre d'une quarantaine, depuis quarantaine de procédures pour passer des MPGP, un peu plus d'une quarantaine même maintenant. Donc un processus qui est vraiment toujours le même, et l'idée de faciliter finalement la réalisation de ces marchés globaux pour les collectivités qui font appel à la SPLOSE. Ensuite, l'aspect de la conception, y accorder du temps. Il est important que tous les acteurs, y compris la collectivité, les représentants des services de la collectivité, soient à nos côtés en phase de conception, puisque le titulaire du marché a fait des propositions. Il faut les analyser et passer le temps nécessaire pour passer les caps et notamment valider un APD, passer en phase pro, etc. Bon, le maître d'ouvrage a un vrai rôle, donc et il est important sur ces marchés où l'engagement est assez fort. Il y a l'engagement de performance énergétique, il y a l'engagement sur les prix et il y a l'engagement sur les délais. Donc, 3 engagements très forts. Il est donc vraiment important que le maître d'ouvrage, avec son AMO ou avec la SPLOSE dans notre cas, puisse être très fort pour faire avancer le projet et ne pas le retarder. Et puis, bien sûr, une communication qui est importante avec les utilisateurs des bâtiments. Et pour notre cas, puisque nous travaillons majoritairement sur des bâtiments scolaires, que ce soit des écoles maternelles, élémentaires, des collèges ou des lycées, l'importance de bien communiquer avec les utilisateurs finaux de ces bâtiments. En phase travaux, j'insisterai surtout sur la réalisation des prototypes en amont.
qui sont vraiment importants pour vérifier les objectifs, la bonne réalisation. Et ce qui est écrit dans le marché est toujours contredit par des événements qui se passent lors de la dépose des châssis, par exemple, des huisseries. Donc, la réalisation des prototypes, c'est toujours un élément important. Et puis, bien sûr, le suivi de la performance énergétique avec des aspects importants. La sensibilisation des usagers revient de manière importante. Et puis, on est parfois obligé, lorsqu'on suit ces marchés sur une longue durée, d'ajuster les objectifs à cause d'usages modifiés finalement, avec, par exemple, dans les communes, ça a été la réforme des rythmes scolaires. On a parfois des écoles sur lesquelles, alors qu'on imaginait au départ que tous les mercredis, les écoles seraient vides et qu'on serait en chauffage réduit, et puis un usage qui change au niveau de l'école avec une présence dans les écoles et le besoin de chauffer. Donc voilà, donc on s'adapte finalement à ces différents cas qui peuvent se présenter. Pour notre société, donc le cadre d'intervention, le cadre géographique, là vous avez la carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc historiquement plutôt des projets qui se sont développés autour de la partie rhône-alpine, avec le Rhône, l'Isère, les Deux-Savoies et l'Ain notamment, beaucoup de projets sur ces territoires, et puis depuis quelques années avec Roanne plus à l'ouest, et puis surtout des opérations dans le Puy-de-Dôme sur des lycées, de nouvelles opérations qui se sont développées sur ce territoire. Un petit focus sur une intervention sur un lycée agricole, lycée des Combrailles à Saint-Gervais d'Auvergne, donc un lycée qui a été rénové de manière importante. En vert, vous avez la part des travaux d'efficacité énergétique sur ce petit diagramme, qui est en bleu quelques travaux d'amélioration fonctionnelle, et puis quelques autres travaux en orange. Donc pour un marché qui a une durée de 8 ans, près de 4,5 millions TTC pour le montant du marché global de performance énergétique. Pour la partie conception-réalisation pure, 4 740 000. Il y a un engagement de performance, un engagement qui est de réduire les consommations de 40%, exprimé en énergie primaire dans ce cas-là. Ce sont des travaux qui ont été livrés en janvier 2002 et un groupement d'entreprises avec des entreprises et architectes locaux. Et on retrouve, tiens, le bureau d'études Nepsen sur cette opération. Je n'ai même pas fait exprès. Et sur cette image que vous voyez, enfin cette photo au centre en haut, le recours à l'isolation biosourcée, puisqu'on a de la laine de bois sur l'isolation des internats, qui sont ces bâtiments en R+1. Le reste du lycée est composé de bâtiments à plusieurs étages, R+2. Et donc voilà, on essaye de pousser, en plus de toutes les actions qu'on mène sur le développement des ENR, on pousse au maximum sur l'utilisation des matériaux biosourcés. Et on n'a pas attendu ces toutes dernières années, puisque c'est quelque chose qu'on a engagé depuis maintenant environ 5 ans. Un tableau, alors peut-être difficile à lire, mais grosso modo, ça, ce sont les actions engagées pour la région. 11 rénovations énergétiques réalisées. Alors, je ne reviens pas sur les 7 en BEA ou les 4 en mandat de maîtrise d'ouvrage, mais là, on est sur des opérations achevées qui sont en cours d'exploitation maintenance. Et on a 2 opérations en cours. Vous voyez que ce sont des opérations sur lesquelles les engagements tournent autour des 40% pour la plupart. Quand on est sur des engagements moindres, c'est qu'on intervient soit sur une partie du périmètre seulement, soit qu'une autre opération avait déjà été engagée auparavant. C'est le cas notamment sur un lycée à Pont-de-Cherruy. Une illustration d'une opération réalisée pour la ville de Grenoble. En bas à gauche, une photo d'une école de la fin des années 50, l'école Élysée-Châtain. En haut à droite, l'image de l'architecte et une photo du projet réalisé. Donc voilà, j'insiste souvent sur l'aspect architectural, puisqu'il y a souvent une très grosse transformation de l'aspect de ces bâtiments, et ça me semble être un élément vraiment important à souligner. Sur les écoles, puisqu'on travaille à peu près à 80% sur le domaine scolaire, je voulais juste donner quelques ordres d'idées de ratio ramener, donc enveloppe financière globale, c'est-à-dire toutes les dépenses d'une opération. C'est pas uniquement les travaux et la conception, c'est aussi les missions de contrôle technique, ce sont aussi les indemnités aux candidats non retenus,
les aléas, toutes les révisions de prix, etc. Et donc, sur une moyenne, pour des groupes scolaires assez récents, donc ce sont des chiffres qui ont été réactualisés en début 2023, lorsqu'on est sur des groupes scolaires sur lesquels les travaux portent très majoritairement sur la rénovation énergétique, c'est jamais que la rénovation énergétique, il y a toujours d'autres travaux associés, on est sur des ratios qui tournent aux alentours de 1 450 € du mètre carré TTC. Et sur des opérations où on va bien plus loin, et soit par exemple qu'on refait tous les aménagements intérieurs, que ce soit sol, peinture des murs, faux plafond, etc., ou lorsqu'on a de gros travaux de désamiantage, la moyenne est à 2 150 € TTC du mètre carré. Tout ça pour dire qu'on est quand même sur des opérations qui sont onéreuses. Et j'entendais tout à l'heure, il n'y a pas de vague sur les CPE. Effectivement, ça nécessite que les collectivités inscrivent ces projets dans leur plan pluriannuel d'investissement et ils sortent les uns après les autres. Pour nous, on a rarement sur un mandat d'une collectivité plus de 2 ou 3 projets qui sortent. Et je parle de grandes collectivités, hein, j'ai parlé de villes importantes. Voilà, donc ce sont des projets qui sont à la fois ambitieux, mais qui mobilisent pas mal des fonds des collectivités. Alors ce tableau, vous devez voir des codes couleurs, il représente à partir de l'année 2018. Oui. Philippe, je vais vous laisser 1 minute et ensuite on passera aux questions-réponses. Ok, juste ce tableau, je finirai là-dessus pour dire que finalement, l'engagement de performance a une vertu, c'est-à-dire qu'on a des projets qui, la première année, ne pouvaient pas être à la performance. C'est des projets qui peuvent être en rouge, qui passent au vert l'année suivante et qui restent au vert. Ça a été le cas sur nos projets à Bourg-en-Bresse. On a eu aussi un élément important, la crise sanitaire, l'aération nécessaire des locaux par l'ouverture des fenêtres, nous a perturbé sur le suivi de performance énergétique. Donc, dans certains cas, c'est les cases qu'on a en bleu. On a neutralisé certaines années. Il n'y a pas eu de pénalisation, il n'y a pas eu d'intéressement. Mais globalement, la vertu du contrat de performance énergétique, c'est que la plupart du temps, il amène les projets à s'améliorer dans le temps et à finalement atteindre la performance. Si c'est pas dans la première ou la deuxième année, c'est de l'atteindre sur la durée. Voilà, je peux m'arrêter là pour cette présentation puisque les autres diapos sont, à mon sens, un petit peu moins importantes. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation extrêmement riche avec beaucoup d'éléments concrets. Plusieurs questions dans le chat, une question très technique et puis une question plus de prise de recul. La question technique, comment sont fixés les coûts énergétiques pour le calcul de la redevance? Est-ce qu'ils sont fixés totalement dès le début? Est-ce qu'on suit les prix réels du client au long du contrat? Comment ça se passe? Les coûts de l'énergie, c'est ça? Le prix de l'énergie, en fait, le prix du kilowattheure. Le prix de l'énergie, donc pour appliquer finalement l'intéressement ou la pénalisation, est basé sur le prix des factures de la période écoulée. En général, on essaye maintenant d'être plutôt sur un calendrier annuel. Donc, bon, sur la période écoulée, lorsqu'il s'agit de regarder si la performance a été atteinte sur une année, on se base sur le prix de l'énergie. Alors, question un peu corollaire, si l'objectif en kilowattheure n'est pas atteint, mais que l'objectif économique est largement atteint à cause d'une augmentation du prix de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est bien l'objectif en kilowattheure qu'il faut atteindre. Donc finalement, c'est vrai qu'on est dans un mécanisme actuellement qui peut augmenter le montant des pénalités, puisque on le sait tous, le prix de l'énergie a augmenté. Donc, mais globalement, ça incite aussi tous les acteurs, y compris les collectivités, qui ont toutes fait des efforts aussi pour améliorer la performance. On a d'ailleurs quelques cas où la température de consigne n'était pas à 19 degrés. On a un bon nombre de cas quand même, et notamment les bâtiments de bureaux, où l'objectif était fixé à 20 degrés, par exemple, et donc la consigne qui est passée à 19 degrés enclenche une révision de l'objectif de performance. C'est ce qu'on est en train de travailler actuellement dans ces cas.
D'accord. Autre question, vous avez donc présenté le fait que dans les CPE, notamment les écoles, on prenait aussi on tenait compte des besoins fonctionnels, des besoins de rénovation, etc., pas simplement les travaux d'efficacité énergétique. Et en dézoomant un peu justement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des attentes de vos maîtres d'ouvrage sur les notions de confort d'été avec des végétalisations de cours, des rénovations de bâtiments justement pour améliorer le Alors, confort d'été, c'est pas etc. aujourd'hui, ça fait bien 5-6 ans. Enfin, c'est vrai que la SPL a été créée avec une équipe qui s'est développée à Grenoble. Donc, Grenoble, vous le savez, c'est un bassin. Enfin, on parle souvent de Grenoble en été parce qu'il fait très chaud. On en parle aussi en hiver parce qu'il fait plutôt assez froid. Et donc, c'est un sujet qui est connu à Grenoble depuis longtemps. On a beaucoup de collectivités et à Lyon, on a un peu la même chose. Si on travaille à Clermont-Ferrand sur le lycée Lafayette, c'est parce que justement le confort d'été est le problème numéro 1 sur ce lycée. On va dire qu'on a même le cas que je cite du lycée Lafayette à Clermont-Ferrand est clairement un projet qui est sorti en MPGP parce que le confort d'été est le problème numéro 1 sur un bâtiment qui est très vitré en forme d'ellipse avec une cour intérieure. Et c'est devenu depuis maintenant pas mal d'années un problème largement aussi important que la question de la réduction des consommations d'énergie. Donc, on a réalisé un beau projet d'ailleurs pour la ville d'Annecy, le groupe scolaire du CEP, où l'aménagement extérieur, la cour d'école a été entièrement refaite par la ville. C'était pas dans le cadre du MPGP, mais à l'issue du MPGP, tous les travaux extérieurs ont été faits de manière à végétaliser la cour. Et c'est un sujet général qu'on voit sur énormément de projets, avec une difficulté aussi à financer tous ces travaux de végétalisation de cours d'école qui viennent en plus des travaux de rénovation. Et alors, dernière question que je prends parce qu'elle me fait plaisir, c'est comment expliquez-vous que seule la région Rhône-Alpes-Auvergne dispose d'autant de CPE et comment faire selon vous pour booster ces contrats? Alors, j'ai bien entendu qu'en Ile-de-France, il y a Pas de réponse sans fausse modestie, Philippe. Voilà, non mais alors nous, on a joué notre part, c'est sûr. Cette ESPL, elle a été pensée par la région. On a à notre actif on va dire environ 35 bâtiments livrés, souvent des bâtiments de grosse taille avec des objectifs de réduction des consos qui sont assez importants. Donc bon, il y a une action assez forte d'Aura 2E historiquement, hein, qui est une structure qui intervient auprès de la région depuis de nombreuses années. Donc on va dire qu'il y a un terreau certainement plus ancien sur notre région. Et puis on a aussi le facteur du climat. Une partie de la région est quand même sur un climat plus rude que ce qu'on trouve dans le sud de la France, assez nettement, ou sur l'ouest de la France. Donc ça peut expliquer aussi des choses. Je pense notamment l'Ain, les Deux-Savoie, l'Isère, qui sont des climats un petit peu plus rudes que ce qu'on peut trouver dans la Drôme, même sur notre région, dans la Drôme, on a une différence significative. Merci. Pour compléter, nous on intervient partout en France et je dirais que j'encourage tous les participants à ce webinaire à diffuser le modèle de la SPL-OSE à tous leurs interlocuteurs, collectivités locales et régions, parce que c'est effectivement un modèle qui fonctionne très très bien. Pierre, je te propose de réapparaître et de prendre le mot de fin. Moi, personnellement, je remercie nos trois intervenants pour la qualité et la densité de leur présentation et de leurs interventions. Oui, alors un tout petit mot pour remercier Maître Ortega, Olivier Perrier d'Alkia, Philippe Truchy, que vous avez entendu à l'instant de la SPL-OSE, également Margot Hainaut de la T2E qui a ordonnancé le fonctionnement du webinaire, Alexandre Savenet et Guillaume Perrin, notre président, qui a eu l'initiative d'impulser. Simplement, les événements à venir, alors c'est le visuel 21, s'il te plaît. Si tu peux revenir. Non, le 21. Voilà. Non, voilà. Et, attends. 21 en bas à droite, donc il y a une diapo. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, dans les prochains, aujourd'hui, vous avez le CPE tertiaire. Le 14-2, la T2E Île-de-France fait un truc sur la mobilité électrique dans le collectif et les supports de recharge. Ensuite, vous aurez le 23 mars une matinale sur les sobriétés énergétiques avec des aspects sur les Jeux Olympiques de Paris. Ensuite, un webinaire avec la CCI sur les TPE-PME, une visite d'installation de chaleur renouvelable, un webinaire sur l'accompagnement par
par les normes ISO 50001 et donc le système de management de l'énergie. En avril-juin, préparer les canicules de l'été. Le décret tertiaire dont il a été question aujourd'hui, on rentrera encore plus dans son détail, et l'évolution du DPE. Tout cela demandera évidemment une précision de date pour certains événements qui n'ont pas été encore calés. Donc, merci de votre présence. Vous étiez plus de 100 participants aujourd'hui. Ça nous a fait très plaisir. Si certaines questions n'ont pas eu de réponse, elles ont été notées et on fera en sorte de vous communiquer les réponses par la suite et vous aurez un enregistrement de cet événement. Donc, merci à tous. Merci Alexandre. À très bientôt. Merci. Merci, bonne journée à tous.